la non-validation en VAE. Alors, j'attends toujours de voir s'il y a d'autres personnes. Euh, donc, motif de non-validation en VAE, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Je vais vous présenter ce soir, en fait, des notifications de jury. Et je les ai répertoriées. Alors, heureusement, on a de la validation partielle, mais comme on est souvent en illimité, voire jusqu'à obtention du jury, nous, chez Formation Action Conseil, Crisis, la Marina, on est plutôt en 100% tout le temps, finalement, puisqu'on vous accompagne jusqu'au bout de vos projets. Bien sûr, il y a des gens qui valident du premier coup, d'autres en partiel. Euh, Justement, j'ai repris ces validations partielles pour en faire une synthèse et voir ce que le jury en fait note qui ne lui convient pas dans la présentation des personnes. Donc, ça, je vous ai repris. Alors, n'hésitez pas à lever la main ou même à parler, hein, puisque je pense que vous avez quand même euh, la possibilité de le faire. Il y a un chat qui existe si vous avez des questions à me poser. Euh, j'ai enregistré la vidéo et j'essaierai de la remettre en replay de toute façon. Donc, motif de non de validation, ça c'est un élément que je vous partage qui est tout simplement issu des livrets de l'éducation nationale. On le retrouve dans les livrets des EduxP, mais aussi des JE aussi, des éducateurs de jeunes enfants les CESF, enfin voilà. Si vous lisez bien votre livret, parce que des fois on ne lit pas les livrets, on va directement effectivement dans les encadrés d'écriture, mais en fait il y a plein de choses hein, qui sont écrites dans vos livrets, des notifications, des aides à l'écriture, des conseils, des choses comme ça. Et ça, on le retrouve en tout petit dans une fin de livret, où ils vous disent justement les motifs de non-validation. Et donc, c'est intéressant de savoir que il vous donne déjà hein, quatre, on va dire, orientations sur ce qui ne valide pas. L'expérience se situe hors du champ du référentiel. Donc ça, le référentiel, vous savez que c'est un élément important de votre VAE. C'est limite, moi je dis, votre livre de chevet. Du moment que vous engagez une VAE, il faut lire le référentiel. Le référentiel, vous le trouvez sur les sites où vous avez posé vos livrets 1. Vous les avez en général en téléchargement avec vos livrets 2 pour certaines. Selon si on est aide-soignant, on va sur l'ASP Limoges et vous avez effectivement le référentiel d'activité, le référentiel de compétences et vous n'avez plus qu'à le lire. Pour les EduxP, les EJE, on vous le donne avec. De toute façon, moi en général, hein, je vous envoie le référentiel où je vous montre où est-ce qu'il est. C'est vraiment un outil à incorporer parce que, en fait, vous allez devoir parler référentiel, vous allez devoir être le référentiel pour pouvoir montrer au jury que vous êtes dans la fonction du référentiel et donc vous êtes la personne qui correspond au diplôme que vous venez chercher. Mais il y en a qui arrivent, alors des fois, c'est les personnes qui ne sont pas forcément accompagnées. Et il y en a qui arrivent à faire des livrets où ben, ils ont tapé à côté puisque effectivement ils sont hors du champ référentiel. Vous avez un deuxième motif de non-validation qui est l'expérience ne se situe pas au bon niveau d'autonomie et de responsabilité. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes en décalage entre ce que vous êtes censé pouvoir faire en termes de responsabilité et ce que vous présentez. Et on se dit, non, la personne, elle n'est pas dans le référentiel, effectivement, puisque elle n'a pas, on ne lui a pas laissé les compétences pour faire telle et telle chose, prendre telle initiative. Et donc, vous n'êtes pas au bon niveau en lien avec les responsabilités. Ça peut être, par exemple, des cafés ruisses où on leur dit, bah ouais, mais vous dites que vous faites du management, sauf que non, vous n'en faites pas, vous ne conduisez pas d'équipe, vous ne coordonnez pas. Donc, ils ne sont pas au bon niveau d'autonomie ni de responsabilité. Donc voilà, on peut retrouver ça pour tout diplôme, hein. Ça peut être les aides-soignants ou qui me disent, ben moi non, je ne fais pas les prises de constante parce que l'infirmière ne me laisse pas prendre les tensions, la température. Bah, du coup, il n'y a pas d'autonomie alors que c'est le référentiel, il n'y a pas de glissement de tâche. Donc ça peut être ça. Donc il faut bien se situer dans son référentiel
et montrer qu'on a effectivement l'autonomie et la responsabilité nécessaire. Ensuite, on nous informe un autre motif de non-validation, l'expérience n'est pas analysée, ce qui ne permet pas de repérer les compétences. Alors ça, l'analyse, je vous dirais que c'est quelque chose qui se voit quasiment à tous les coups. Autant les deux premiers non, hein, surtout quand on est en général accompagné, mais l'analyse, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu à tous les coups quand il y a une non-validation parce que soit elle n'a pas été faite à l'écrit, soit elle a, en tout cas, assez démontré à l'écrit, soit elle n'a pas été parlée à l'oral. La personne est passée dessus, et donc ça se voit, le jury ne supporte pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas voir que des exécutants, des gens qui font les choses, les tâches. Ça se voit beaucoup chez les aides-soignants, les AP, c'est-à-dire je fais les choses, je prends l'attention, je prends, mais je ne dis pas pourquoi en fait. Par exemple, une question type de jury qui peut être assez désarçonnante sur quelque chose de très simple et qui va chercher justement l'analyse chez les soignants, c'est qu'est-ce que vous cherchez à savoir quand vous prenez la température. Donc ça, cette question-là, bah, elle peut désarçonner, alors la réponse est toute simple, mais c'est une analyse. C'est le pourquoi. Pourquoi je prends une température? Bah, pour savoir si la personne est en hypothermie ou en hyperthermie. Donc chez le soignant, ça va être ce genre de choses. On verra aussi que ça peut être aussi l'analyse en lien avec la situation du patient, en lien avec sa problématique de santé. Je dois être quand même là pour faire une sorte de diagnostic et pouvoir dire pourquoi je mets les choses en place. Le pourquoi, notamment, emmène à la notion de prévention. Si je ne suis pas capable de dire pourquoi je fais les choses, ça veut dire que je peux m'interroger sur le fait que, OK, vous êtes dans l'exécution, mais par contre, vous ne me dites pas pourquoi vous faites les choses, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de prévention derrière. Vous ne pourrez pas anticiper quelque chose si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, vous voyez, cette notion d'analyse, elle est très importante. On la retrouve aussi beaucoup hein, dans les validations partielles chez les CESF, les EduxP, les EJE, parce que effectivement, je fais les choses là aussi, mais je n'analyse pas pourquoi, les incidences, ce genre de choses. Euh, avec les dispositifs, pourquoi si je mets ça en place et pas autrement. Voilà, tout ça c'est important aussi. Et celle-là, la 3, elle est très importante. Euh, enfin, le quatrième motif de non-validation, donc ils vous disent l'entretien diffère de l'écrit. Voilà, là c'est dommage. On verra comment ça se traduit effectivement. Et bonsoir Christelle, hein, j'ai vu que vous nous aviez rejoint. Donc, du coup, comment ça se traduit le fait effectivement de cet entretien qui diffère de l'écrit? Bah, c'est tout simplement, bah, j'ai fait un bon écrit, il y avait tout dedans, sauf que bah, à l'oral, je dis des choses qui ne, bah, enfin, je ne dis pas des choses qui sont dans mon livret. Et ça peut perturber le jury parce qu'il peut se demander si c'est vous qui avez écrit le livret déjà. Et puis, il se dit, ben, cette personne, elle dit avoir des compétences, elle les écrit, des savoirs aussi, mais ben, elle n'est pas capable de me les restituer à l'oral. Donc, ben, moi, je ne vais pas lui donner parce que déjà, je ne suis pas sûre que ce soit elle qui l'ait écrit, puis je ne suis pas sûre qu'elle ait conscience de ce qu'elle doit savoir finalement. Donc, ça peut être ça, tout simplement. Donc, vous verrez là aussi que le livret est très important dans l'écriture mais que notamment aussi à l'oral, l'oral n'est pas une option. L'oral, en fait, c'est comme un livret 2 bis, mais en mode oral. Donc, il y a des choses à dire. Et je vous ai sorti le mot savoir, puisque pour moi, pour bien valider, que ce soit l'écrit à l'oral, il faut apporter trois axes dans votre façon de rédiger et de parler. Premier axe, c'est l'exécution, on l'a vu, il faut quand même montrer que je sais faire les choses, je fais les choses, comment je les fais. Le deuxième axe, c'est l'analyse. On a vu que c'est très important. Pourquoi je fais les choses. Et le troisième axe, c'est bah, la connaissance. Il va falloir que je montre que j'ai des connaissances. Et ça, si vous mettez ces trois axes dans votre rédaction et dans votre oral, bah, vous réussissez en général votre VAE. Donc, il faut pouvoir prendre le temps de répondre, prendre le temps de réfléchir aussi quand vous faites un écrit de façon à ce qu'il soit assez conséquent en termes de contenu, hein, de qualité.
pas de longueur. Et comme ça, vous réussissez une belle VAE. Alors là, on va commencer le déroulé de petites notifications de jury, de validation partielle que j'ai repris et qui viennent un petit peu vous montrer comment le jury va lui restituer sa critique en lien avec ce qu'on vient de voir un petit peu là-haut. J'en ai rajouté d'autres aussi, moi, de notifications de rejet de jury, au-delà des quatre qu'on vient de voir. Euh, on voit que le fait de ne pas détailler son histoire, son récit, peut amener, notamment chez les soignants, ils disent recueil de données pauvres sur le développement. Là, c'était chez une AP de l'enfant. Donc, en fait, on voit effectivement que il va falloir construire un récit qui soit avec une recueil de données pour les CESF, pour les EJE, tous ces diplômes. Ça va être plutôt effectivement au niveau de l'accompagnement de la personne recueillir les données de la personne, ça va être ce qu'on appelle un diagnostic partagé ou ce genre de choses, montrer voilà, qu'on donne bien effectivement tout le contenu de la personne qu'on va accompagner dans son récit ou dans ses besoins, si on est chez le soignant, pour pouvoir effectivement l'accompagner comme ça, comment l'accompagner, quelles ont été les incidences. Si le récit de ces recueils de données ou de cette analyse est pauvre, le jury peut vous le dire. Ensuite, donc vous voyez, je vous le lis, un recueil de données pauvres sur le développement. Ils disent aussi un vocabulaire pour faire des liens pertinents. Là, il en manquait. Donc, je l'ai noté aussi, hein, le vocabulaire, on le verra plus loin, c'est quelque chose d'important. Activité choisie non représentative de ces missions. Là, c'est apparemment le jury a trouvé que là aussi, dans le récit, c'était un petit peu à côté. Bon, après, il faut voir aussi comment ils ont lu et comment ils ont interprété ou comment ça a été vendu aussi après à l'oral. Pas d'analyse individualisée. Donc, vous voyez, on est toujours sur l'AP et même chez une AP, pas d'analyse individualisée, c'est-à-dire que la personne ne montre pas pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ses activités d'éveil, notamment puisqu'on est là-dedans. Et donc voilà, c'est aussi bien peut-être qu'il ne l'a pas entendu, hein, parce que ce n'est pas forcément à l'écrit, parce qu'en général, je leur fais quand même écrire justement le pourquoi de ces activités, les objectifs. Mais voilà, peut-être que la personne n'a pas assez appuyé, et du coup, on retrouve cette notion de pas d'analyse. Donc, je vous mets hein, ce qui, moi, me paraît être un motif de non-validation, c'est pas de détails dans l'histoire, de précision dans le récit, que ce soit à l'oral, à l'écrit ou les deux. Pas d'analyse, donc l'analyse, c'est le pourquoi. Et donc, trop d'exécution sans connaissance. Et donc, problème au niveau de la pertinence sur est-ce que cette personne connaît tout ce qui est acte de prévention, puisque si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, peut-être que vous ne savez pas prévenir de ce qui pourrait être un problème. Et le hors-sujet à éviter, bien sûr. Le hors-sujet, je peux aussi le retrouver chez les EJE. Euh, Parce que des fois, en fait, dans la compétence 1, au lieu de se lancer dans une adaptation familiarisation, je les vois se lancer directement dans une activité d'éveil. Donc, ce qui est assez réducteur et au final, qui est vraiment hors sujet. Donc ça, il faut faire attention, il faut relire le référentiel. C'est vrai que des fois, le référentiel, il n'est pas très évident à comprendre. Euh, et c'est là où vous le croisez entre le référentiel activité, qui est ou fonction, comme ils disent, c'est-à-dire ce que je suis censé faire, et donc c'est ce que vous êtes censé écrire dans chaque activité, et le référentiel compétence, ce que le jury va regarder de ce que vous savez faire dans ces fonctions. Ensuite, là, voilà, c'est la suite hein, de ces notifications. La candidate n'a pas su expliquer de manière précise l'accompagnement social ou éducatif qu'elle met en œuvre. Ça, c'était une moniteur éducateur et ils disent la candidate gagnerait à montrer une démarche plus réflexive sur son accompagnement et ne pas rester dans une simple exécution de tâches. Donc, vous voyez, je n'invente pas. On est encore dans cette notion d'analyse qui manquait et de réflexion. On vous demande sur les EduxP, les EJE, d'être dans la réflexion. Pourquoi je mets ça en place, mais aussi en termes de dispositifs, pourquoi pas aussi en termes de connaissances. Avant, on lisait beaucoup hein, au niveau société.
Voilà, on avait Foucault, on avait Freud, on avait Lacan, on avait des lectures comme ça. Et quand je dis avant, c'était il y a 30 ans en arrière, on va dire. Et c'est vrai qu'on avait tout ça en réflexion dans les écoles d'éduc ou quoi. Et il faut continuer cette tradition, on va dire, de s'intéresser sur la société, sur ce qu'elle propose, sur sa politique. Et pour des livrets comme moniteur éducateur, CESF, assistante sociale ou quoi, bah, c'est bien aussi des fois de travailler ça, je trouve, parce que ça ramène effectivement à cette notion de réflexion. On est des gens qui réfléchissent, et du coup, il faut l'amener aussi dans nos livrets. Plus haut, vous avez un autre commentaire. Voilà, on est sur des constats, des observations, mais il manque d'hypothèses, il manque d'analyse. Donc voilà, donc vous voyez, ça, c'est vraiment typique. Cette notion d'analyse, ils veulent vraiment voir des gens qui réfléchissent, qui amènent des notions, des idées, voilà, des diagnostics, mais derrière, après, bah, du coup, de la réflexion. Ensuite, euh, un autre motif de non-validation, c'est pas de connaissance. Alors, pas de connaissance aussi bien chez les soignants. euh, Évidemment, hein, si je connais pas mes constantes, ben, j'ai peut-être rien à faire auprès du patient parce que je risque de le mettre en danger. Donc ça peut être un vrai tacle, hein, et limite, c'est un peu normal. Donc là, ça pourrait être peu de signes relevés, pas de lien permettant une évaluation pertinente, absence de vocabulaire, on le retrouve, on le verra tout à l'heure. Signes peu relevés, analyse de l'état de santé ne permet pas d'adapter la mise en œuvre de soins, pas de technique de mobilisation évaluable, absence de connaissances en lien avec la communication et l'analyse, manque les éléments d'accompagnement de l'apprenant, situation étayée. Là, on est vraiment dans un manque de connaissances sur les constantes, sur les diplômes plus sociaux comme assistante ou quoi, ça, c'est assistante sociale, CESF, EduxP, ça peut être manque de connaissances sur les lois, manque de connaissances sur les dispositifs. Et donc, voilà, donc ça, c'est ce qui fait votre métier. Si vous faites une VAE, ça veut dire que vous faites déjà votre métier. Vous n'êtes pas quelqu'un qui veut devenir. Vous n'êtes pas en formation. Nous, accompagnateurs VAE, on n'est pas censé vous former. Bien sûr, nous, on le fait depuis le début. On pallie à des manques quand on voit effectivement qu'il y a des petites lacunes, des choses comme ça. Mais ce n'est pas notre job dans le sens où on peut très bien être accompagnateur VAE et ne pas avoir le diplôme de la personne qu'on accompagne. Si demain, il y a un camionneur qui me vient et qui dit je veux être accompagné par vous pour faire, je ne sais pas ce qu'ils ont comme diplôme, mon diplôme de camionneur, bah, je peux lui dire oui. Sauf que ce n'est pas avec moi qui saura comment il va réparer ses pistons ou prévenir de tel ou tel incident. Moi, je vais juste lui montrer comment construire son livret en lien avec son référentiel que j'aurai quand même sous les yeux et lui dire, voilà, là, vous devez poser telle situation, démontrer ça, 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 par des préventions. Mais s'il y a un truc qui ne va pas, bah, peut-être que moi, je vais peut-être pas pouvoir l'aider. La force, effectivement, qu'on a, nous, c'est qu'on est du médico-social. Donc, du coup, on peut vous accompagner dans cette petite réflexion ou ces petits détails qui font que ça peut vous mettre en danger. Mais après, on n'est pas non plus dans le zéro danger possible. Mais voilà, en tout cas, on fait de notre mieux. Euh, et du coup, voilà, mais c'est à vous en général hein, d'apporter vos connaissances. Nous, on est juste là pour vous aiguiller. Donc, si vous ne connaissez pas votre truc, là, oui, le jury peut se permettre de dire, ben, allez en formation. Après, il y en a, c'est parce qu'ils sont un petit peu, je vous avouerai, laxistes. Hein. Je veux dire, une soignante qui vient en VAE et qui connaît les constantes, mais qui ne les connaît pas aussi sur le terrain professionnel qu'elle exerce depuis 4 ans ou quoi, c'est à elle de se poser des questions. Il faut aussi pouvoir se remettre en question. Donc voilà, donc ça c'est important et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans les trois axes pour bien valider, c'est l'exécution, l'analyse et le savoir. Donc n'hésitez pas à bouquiner, il y a des choses qui sont très bien faites pour ça, des bouquins sur la VAE aussi, hein, qui vous aident à voir les contenus nécessaires, mais aussi ben, votre pratique professionnelle. Hein. Ensuite, on arrive sur cette notion de vocabulaire, alors très importante. Comme je vous disais tout à l'heure, on l'a vu hein, apparaître dans d'autres moments de non-validation, le vocabulaire, en fait, là où ils lui disent hein, méconnaissance des normes, des paramètres, bon, on en revient avec la connaissance, donc ce que je vous disais tout à l'heure,
et vocabulaire non professionnel. Donc là, la personne, par exemple, peut-être qu'au lieu de dire la personne, elle a une hyperthermie, elle a dit peut-être elle est chaude. Ça peut être ça. Peut-être qu'elle ne sait pas ce que c'est un pli cutané si je suis chez les soignants, c'est-à-dire on pince la peau pour savoir si on est déshydraté. Alors, comme je dis toujours chez les soignants, mon exemple, c'est de dire, si vous n'êtes pas capable de comprendre si une infirmière passe en vous disant, est-ce que vous pouvez aller voir monsieur Untel, je crains qu'il soit déshydraté, il faut lui faire son pli cutané parce qu'il a peut-être une hyperthermie, aller contrôler, et que j'ai rien compris, ben, je mets la personne en danger. Moi, je ne vais pas pouvoir exécuter mon soin puisque je ne sais pas ce qu'on m'a demandé. Et je vais bloquer le service puisque bah, je vais être quand même un petit peu la personne qui fait rien et qui n'a rien compris et qui va tout chambouler. Donc là, c'est grave chez un soignant parce que nous, on est dans l'état de santé quand même. Et donc, c'est vrai que le vocabulaire, c'est pas juste savoir parler, mettre des mots. C'est comme je dis toujours, dans nos secteurs du social, mais chez un banquier, ça serait pareil, hein, les mots sont des actions, sont des outils. Et on se reconnaît des fois entre professionnels parce qu'on a dit un mot. Et si je dis à ma collègue, est-ce que tu peux aller contrôler si monsieur a une hyperthermie et faire la suite, ben moi, ça doit me déclencher le fait que, OK, s'il a une hyperthermie, ça veut dire qu'il va avoir chaud, il va falloir que je le découvre. Ça veut dire aussi que je vais devoir prendre effectivement sa température avec tel outil en axillaire ou autre, que je vais aussi devoir, du coup, s'il est en hyperthermie, le déshydrater. Mais ça va vouloir dire aussi que je vais devoir noter sur les transmissions, à quelle heure j'ai fait sa prise de température, parce que l'infirmière va me redemander de la prendre dans une heure et que peut-être elle va lui donner un Doliprane et qu'il va falloir qu'on contrôle tout ça. Donc, du coup, ce seul mot m'a montré toute une procédure et une prévention à mettre en place. Si je ne suis pas capable de ça, ça veut dire que je ne suis pas soignante. Et c'est pareil pour les autres métiers, pour les EduxP, pour les CESF, pour les assistants sociales. Chacun a son jargon, a ses mots, ses outils. Et s'il ne les applique pas, ben, le jury se dira, bon, ben, elle pourra pas gérer le service, elle ne pourra pas s'entretenir avec les autres collègues, les autres pairs, et donc, non, elle n'est pas AS. Alors que s'il faut, la personne, elle a fait tout son récit super, elle utilise les bons outils, les bons dispositifs, elle a vraiment tous les partenaires nécessaires, sauf que ce soit à l'écrit ou à l'oral, elle a été pauvre en vocabulaire, euh, et ben, du coup, elle ne va pas valider. Des fois, on ne valide pas parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été mis en avant. On ne valide pas parce que bah, le jury il a été énervé sur le fait que, ouais, pour moi, le vocabulaire, c'est important pour une soignante. Donc, si déjà elle ne le maîtrise pas, pourquoi je lui donnerais tout le reste de son diplôme si ça, c'est déjà important? Vous voyez, donc il faut faire très attention. Il ne faut pas y aller la fleur au fusil en se disant, bon, c'est pas grave si j'ai pas un truc. Des fois, il y a un truc qui peut être le levier principal. Donc, il faut faire super attention. Je continue sur les protocoles. Donc là, c'était pas de protocole, procédure énoncée. Donc c'était pareil, hein, c'est toujours un petit peu des soignants. Pas de différenciation entre détergents désinfectants. Donc là, c'est les outils hein, différents. Ça, c'est on est en termes de connaissances. Procédure méconnue, notamment protocole. Donc du coup, ça veut dire que la personne, elle a des outils et elle les utilise pas. Pourtant, dans les accompagnements VAE, c'est pas faute de vous demander de me les donner en annexe pour que je vous les combine dans vos livrets. Alors, j'aime bien prendre l'exemple des aides-soignants parce que, en fait, comme c'est très pratico-pratique, technique, ça amène, c'est un bon visuel. Mais après, ça s'adapte très bien, encore une fois, avec tout ce qui est CESF, assistance sociale, tous ces métiers, hein, CAFRUI, c'est tout ça. Si je ne sais pas moi-même appliquer mes fichiers comptables, mes machins, tout ce qui fait, on va dire, de l'administratif, les procédures pour monter tel dossier, bah, c'est pareil, hein, c'est aussi c'est le même problème. Donc, du coup, bah, là, c'est pareil. Donc, il va falloir montrer qu'on connaît les outils. Et c'est vrai que c'est dommage, alors même qu'on le travaille en plus à l'oral, hein, tout ce qui est isolement, BMR, tout ça, je le fais quand même bosser. Et c'est dommage effectivement qu'on ne le voyait pas. Alors,
Euh, il y a des participants qui ont levé la main. Alors, hop, je retourne 5 minutes euh, voir Karine Petit. Est-ce que vous... il y a des questions. N'hésitez pas hein, à faire du chat ou essayer effectivement de poser des questions. Et comme ça, effectivement, je pourrais vous y répondre. Mais peut-être que je vous y répondrai tout à l'heure. Je vais finir le processus de présentation. Donc, je repartage mon écran. Je retourne effectivement sur comment dire, où j'en étais. Donc, c'est-à-dire, alors attendez, voilà, on était au protocole. Alors attendez, c'était celui-là, voilà. Ensuite, on arrive à, alors j'ai une question, je crois. Vous êtes en VAE de moniteur éducateur, Hervé Elodie. Ok, très bien. Bah, voilà, comme ça va vous aider aussi effectivement à comprendre euh, bah, les attendus, hein. Euh, Pas de sens ou de cohérence donnée entre pratique et connaissance. Alors, là, on voit une non-validation. Alors, c'est pareil, c'est à nouveau sur un livret soignant, ça, ou AP, et c'est sur les transmissions, mais vous verrez qu'il y en a d'autres un peu plus loin, sur d'autres diplômes. La définition du secret professionnel n'est pas comprise dans sa pratique quotidienne où la candidate donne des éléments intéressants. Cependant, elle doit approfondir la prise en soin du résident à travers son projet de vie. En gros, là, la personne, elle met en place des choses ou elle connaît des choses, elle le dit, enfin, elle dit qu'elle fait des choses, mais finalement, elle les adapte pas à sa pratique, elle donne pas du sens. Et du coup, elle n'arrive pas à restituer pourquoi elle fait ça ou en quoi c'est important. La définition du secret professionnel n'est pas comprise dans sa pratique quotidienne. La personne a dû écrire, voilà, je suis soumis au secret professionnel. Sauf que, alors peut-être qu'elle sait effectivement, peut-être qu'elle a annoncé ce que c'était le secret professionnel, mais peut-être qu'elle n'a pas réussi à verbaliser, argumenter en quoi c'était important le secret professionnel dans l'accompagnement d'une personne. Il y a des personnes comme ça qui n'arrivent pas effectivement à faire le lien entre la nécessité de faire une chose et le fait qu'elles disent qu'elles font la chose. Et du coup, elles ont du mal à argumenter, en fait, élaborer une réponse. Et donc, ça, c'est important aussi de s'entraîner à l'oral, mais aussi dans son écrit, à faire des arguments. Et c'est là où je vous dis qu'il ne faut pas faire des petits écrits voilà, sur le coin d'une table et se dire, ça, c'est mon livret. Il faut argumenter pourquoi on a fait les choses. Et on en revient toujours finalement à l'analyse. C'est-à-dire que, voilà, j'utilise ce secret professionnel parce que ça permet effectivement de maintenir une confiance envers la personne peut-être, et puis aussi parce que c'est la loi qui le demande, je suis assujettie à ça, mais aussi parce que voilà, sur cette personne, ça nous permet de travailler la notion de confiance et tout ça. Donc voilà, ça peut aussi amener ça en fait comme lien pour, je sais pas, une assistante sociale. Quand je suis en premier entretien avec lui, je peux lui dire effectivement que il y aura ce secret professionnel parce que ça permet effectivement de l'amener à plus d'éléments et d'être plus en confiance avec moi. Ça pourrait être ça, cet argument d'analyse, en fait, en lien avec en quoi c'est important dans ma pratique. Au-delà, bien sûr, de la loi qui me l'impose. Donc voilà, donc tout ça, c'est des réflexions qu'il faut amener et c'est pour ça qu'effectivement, un récit doit être bien construit. Ensuite, pas de connaissance du référentiel de compétences et donc des limites et fonctions. Alors là, je vous ai pris euh, ça, c'est un. Alors, la candidate ne connaît pas le référentiel de compétences de l'aide-soignante. Bon, ben, c'est une aide-soignante. Alors, ça peut valoir une non-validation totale, hein, rien que ça. Ou en tout cas une grosse partielle, parce que bah, si je ne connais pas mes compétences en tant qu'aide-soignante, ça veut dire que je vais peut-être faire des glissements de tâches et que peut-être effectivement, je vais donner des médicaments alors que je n'en ai pas le droit, que je vais aller m'empresser de mettre l'oxygène pour une personne qui désature alors que j'ai pas le droit, que je vais faire des pansements alors que j'ai pas le droit.
ou que je ne vais pas faire de dextro ou de saturation alors que j'ai le droit, mais du coup, bah, je vais être en dessous de l'autonomie, on l'a vu tout à l'heure, ou de mes compétences. Et du coup, ça peut être un levier de grosse validation ou non-validation, hein, rien que ça. Donc là, le référentiel, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est votre livre de chevet. Vous devez le savoir, alors pas par cœur, mais vous devez en être imprégné. Le référentiel, c'est vous en tant que travailleur social ou travailleur soignant ou tout autre travailleur d'ailleurs. Et il faut vous en imprégner. Et le jury est capable de vous tacler parce qu'il va vous interroger sur ces compétences-là. Et derrière ce mot compétence, je mettrai aussi posture professionnelle parce que vous devez incarner aussi dans la posture le professionnel que vous êtes et notamment face au jury pour bien leur restituer. Ensuite, on a un autre, alors ça c'était quoi? Communication. Ça, je crois que c'est un AS, je crois. Le candidat n'a pas été en mesure de transmettre une vision. Quand je dis AS, c'est assistante sociale cette fois-ci. Le candidat n'a pas été en mesure de transmettre une vision du métier par la déontologie et l'éthique. Euh, C'est-à-dire que là, bah, on est toujours dans cette notion de posture professionnelle avec la notion de valeur, hein, déontologie, éthique, c'est les valeurs de l'établissement, l'éthique, c'est les siennes. Et là, on est et dans ce fameux référentiel et cette posture professionnelle. Et là, la personne, elle n'a pas été capable, effectivement, ben, d'analyser ou en tout cas de projeter son métier alors peut-être que tout simplement, hein, le jury lui a dit, c'est quoi pour vous être assistant social? Et la personne n'a pas été chercher justement ces notions de valeur, de déontologie, d'éthique, de posture professionnelle, de mots aussi, de vocabulaire associé. Et donc voilà, ça entraîne ce genre de non-validation. Donc tout ça, ça se recoupe, hein, référentiel, posture professionnelle, valeur. Ensuite, ça, c'est un DC4 de je ne sais pas quoi. La candidate n'a pas su nous expliquer le cadre de ses missions au sein de l'institution. Elle n'a réussi à rendre compte d'une relation professionnelle avec des partenaires. C'était peut-être un ES, EduxP, et donc, bah, voilà, n'a pas su expliquer le cadre de ses missions. Donc, au sein de l'institution. Donc là, elle ne connaît pas son référentiel, elle ne sait pas ce qu'elle est censée faire. Alors, c'est dommage hein, pour quelqu'un qui a quand même écrit son livret et puis sûrement avec moi, parce qu'effectivement, c'est quand même le propre de la fiche, ma position dans la structure. Ensuite, on lit son référentiel, on construit ses compétences. Alors, moi aussi, c'est énervant quand je lis des trucs comme ça, je vous avouerai. Et effectivement, comment dire, c'est vrai que du coup, la personne, elle ne s'est pas imprégnée. Donc, elle a pas relu son référentiel, elle ne s'est pas positionnée, elle ne savait pas ce que c'était pour elle être un ES ou peut-être un ME ou autre chose. Et du coup, voilà. Et n'a pas réussi à rendre compte d'une relation professionnelle avec des partenaires. Bah, du coup, ne s'est pas positionnée en tant que S dans sa relation avec les partenaires, comment elle est allée les chercher, qu'est-ce elle pouvait faire dans ce partenariat, comment le créer ou pas. Euh, voilà, donc tout ça, c'est en termes de posture et de compétences et de référentiel. Donc lisez-le bien, imprégnez-vous de lui. On a vu aussi que enfin moi je lis toujours, le référentiel, c'est aussi là où vous allez chercher votre vocabulaire. C'est-à-dire que des fois, je le propose à certains candidats de leur dire, voilà, n'hésitez pas à le lire une fois que vous l'avez lu dans une première lecture pour aller le sonder, il va vous montrer qui vous êtes. Donc là, vous le lisez mais en termes de miroir. Ce référentiel va me dire qui je suis, qu'est-ce que je suis censée faire dans mon métier, quelles compétences je suis censée avoir. Donc là, c'est plutôt une lecture où on sonde, comme dans un miroir, qui je suis. Mais après, des fois, prenez-le et lisez-le plutôt comme un lexique juste les mots, sans chercher à comprendre, et imprégnez-vous des mots. Et comme ça, vous aurez des mots qui vont ressortir, collaboration, coordination, partenariat, un, un diagnostic partagé, ce genre de choses. Vous allez avoir un vocabulaire, chez les soignants d'autres mots, et vous allez avoir un vocabulaire comme ça qui va se créer, un lexique. Et ça va être ces fameux mots que vous allez restituer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et donc, si moi, jury, je vous entends parler référentiel dans votre référentiel. Et comme moi, jury, je suis censée aussi quand même un petit peu quand même connaître le référentiel. Bah, du coup, je vais me dire, tiens, la personne qui parle, elle m'emmène dans son monde, dans son référentiel. Donc, elle est effectivement le professionnel
qu'elle est censée légitimement me montrer qu'elle est. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important pour là aussi valider de ce côté-là. Ensuite, on arrive à ne pas prendre au sérieux son travail sur le terrain et dans la VAE. Donc, c'est un petit peu quand je m'énerve à lire effectivement des non-validations de ce genre-là. N'a pas relu son travail, doit approfondir ses connaissances pour faire les liens et démontrer ses compétences et préparer l'argumentation. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un jury. Donc la personne, on l'a accompagnée, on a pris du temps, on a relu le référentiel ensemble, on a fait un petit peu de travail d'accompagnement sur les formations, des choses comme ça. Et puis, on fait de l'oral, bien sûr, hein, donc on est censé vous interroger sur le livret aussi, quand même, entre parenthèses. Donc voilà. Et là, on a effectivement cette non-validation, n'a pas relu son travail. Donc ça veut dire que la personne, elle est allée en VAE au jury sans avoir lu son livret. Donc elle a dû se prendre des questions qui font qu'elle n'a pas, soit elle est allée à côté, soit elle n'a pas répondu à des questions qui étaient de son livret. Et là, le jury s'est dit, bon, bah, soit effectivement, c'est pas elle qui l'a fait. Bon, là, apparemment, il a compris que c'était elle qui l'avait fait, mais qu'elle y est allée en dilettante, qu'elle n'a pas relu son travail et qu'elle n'a pas non plus cherché à argumenter par des connaissances, démontrer ses compétences. Et donc, il lui a rien donné ou il lui a pas tout donné, mais en tout cas, ça n'a pas dû plaire au jury non plus. Ça, c'est le genre de truc qui énerve, hein, donc le jury, des fois, il lâche l'affaire. Vous pouvez éveiller l'animosité des jurys hein, quand vous vous présentez comme ça. On peut avoir aussi des jurys qui sont malveillants parce qu'ils sont malveillants. Il y en a, hein, j'en connais, hein, donc j'en ai connu en tout cas, qui étaient là pour ne pas valider. C'est pas une légende, ça existe. Il y a aussi des jurys qui sont sympas, sauf que qui sont objectifs, on va dire, qui sont là pour valider. La déontologie quand on est jury, c'est de nous dire on est là pour valider. Alors bien sûr, dans l'idée que la personne elle en a les compétences, mais euh, voilà, on part on s'est bien levé, on a envie de valider, on est objectif, on est un bon jury, on est sympa. Sauf que si on voit effectivement que la personne, elle vit en dilettante, bah, on peut éveiller l'animosité qu'on a chez un bon jury. Donc faites attention parce que ça aussi, ça valide pas. Ensuite, ça doit être sorti peut-être chez un assistant social aussi. Analyser son action, sa place, celle de la personne accompagnée et les dispositifs. Donc ça, bah, pour ceux qui sont MECESF, mais les autres aussi, hein, assistante sociale, CAFRIS, analysez son action, donc ce que vous faites. Analysez votre place, la posture professionnelle, le référentiel de compétences, on en a parlé. Euh, Analyser la place aussi de la personne accompagnée, ses besoins, tout ça, et les dispositifs, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de vous en termes de partenaires, de réseaux. Attention à ne pas faire la différence, à ne pas confondre réseau, partenariat, service, dispositif, tout ça. Et effectivement, et là, vous pourrez effectivement montrer que vous avez bien mesuré effectivement bah, votre accompagnement, les besoins de la personne, tout ce que vous pouvez utiliser. Et ça va plaire parce que sinon, vous allez vous prendre une remarque du genre, le candidat n'est pas en mesure d'analyser ni de préciser un plan d'action. La posture professionnelle reste plaquée à une liste de missions. Et en fait, pourquoi je l'ai mis en dernier, c'est là parce que je trouve qu'elle vient finalement faire le résumé de tout ce qu'on a vu. Il manque de la posture professionnelle. On a effectivement des missions, mais qui sont peut-être pas analysées, mais plutôt exécutées. Et, euh, et donc, il n'y a pas de plan d'action. Ça, c'est en lien souvent aussi avec ce qu'on appelle la conduite de projet. C'est-à-dire que les jurys, peut-être moins chez les aides-soignants pour le coup et les AP, mais les jurys aiment bien voir effectivement qu'on met en place un projet avec un constat, des objectifs et une évaluation. Des fois, je ne les ai pas mis, hein, mais des fois, il y a écrit n'a pas évalué, manque d'évaluation. Et donc là, en fait, il sous-entend que la personne ne sait pas conduire un projet. Et ça, chez les AS, les ME, les CAFRIS, enfin, tous ces diplômes enfin, pas administratifs, mais qui sont en lien aussi avec les écrits professionnels, ce genre de choses, la conduite de projet, le montage de projet, c'est quelque chose d'important à mettre en place. Donc, son action, sa place, celle de la personne accompagnée et les dispositifs. Dernier conseil,
un livret tel qu'il est attendu dans sa forme. C'est-à-dire, alors déjà sur le plan académique, éviter les fioritures, les dessins, les couleurs roses, jaunes, des trucs comme ça. Non, faites rester classique dans le livret. C'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent surtout voir le contenu, une mise en forme classique, bien faite. Mais ne changez pas, n'enlevez pas des trucs alors qu'on ne vous a pas demandé de les enlever. C'est des livrets académiques. Donc, ils doivent rester dans cette forme-là. Après, vous mettez le contenu qu'il y a à mettre. Ensuite, bien sûr, il faudra mettre dans ce livret, alors là je globalise parce que les livrets aides-soignants, les livrets EduxP, les livrets ME, les livrets CESF, tout ça sont un peu différents tous les uns des autres. Qu'à Fruits, il y en a qui sont un peu qui sont similaires, et puis voilà. Mais du coup, il y a des choses à poser dans des endroits, posez-les dans ces endroits-là, allez pas les poser ailleurs. Donc voilà, donc tout ça, c'est important aussi de bien montrer que vous avez compris comment est structuré un livret. Faites pas des glissés comme ça de récits qui devraient se mettre ailleurs. Ensuite, adaptez votre récit aux bonnes pratiques, aux référentiels, à ce que vous faites, mais surtout parfois être censé faire sur le terrain. C'est-à-dire que vous êtes en examen, vous allez raconter une histoire, vie ma vie, ME, de ME, quand j'ai mis en place un projet collectif, ou quand j'ai créé un partenariat, ou quand j'ai accompagné quelqu'un dans son projet personnalisé. Mais pas que, en fait. C'est pas vie ma vie que, et puis je te l'écris, et puis c'est noir sur blanc, et puis c'est tout, ça suffit. Vous allez, bien sûr, comme on l'a vu, argumenter avec en plus des réflexions, de l'analyse. euh, mais aussi des bonnes pratiques. Parce que des fois, il y a ce qu'on fait sur le terrain et puis il y a ce que le jury a envie d'entendre. Et donc, on va aller chercher dans notre expérience celle qui me met le plus en valeur. Chez les soignants, c'est pas une légende. Quand on est soignant, on nous fait faire des tâches qui ne sont pas de l'ordre du référentiel de l'aide-soignant. Et pourquoi? Ben, parce qu'il y a un manque d'infirmières et que le soir, ben, c'est l'aide-soignant qui se tape le pansement de Tiescar. Ça peut arriver sur le terrain. Parce que le soir, ben, il y a une personne qui désature et que c'est bien moi qui vais devoir mettre, bien sûr, avec le SAMU en lien au téléphone, comment ça s'appelle, l'oxygène. Mais il y a toujours des petits glissements de tâches. Pas toujours, mais en tout cas, des fois, ça arrive. Mais ça, faudra pas le parler parce que sinon, vous êtes hors référentiel. Alors, c'est des choses qui peuvent se faire sur le terrain avec les conséquences que on est aussi quand même en examen. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des choses qui font que on est hors référentiel. Sinon, ça veut dire on demande un diplôme alors qu'on n'est pas dans la loi. Bah, le jury ne va pas vous le donner. Donc, et c'est pareil pour des pratiques pour les assistants sociaux, les CESF. Montrez des pratiques qui vous mettent en valeur, pas celles qui vous ont mis en défaut. Et enfin, soyez légitime, c'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui va devenir en VAE. Vous êtes déjà. Vous n'êtes pas en train de devenir ME ou de vouloir être ME. Vous êtes une moniteur éducateur, monitrice éducatrice qui veut justement, tout simplement, le petit papier qui correspond à ce qu'elle fait depuis des années sur le terrain. Et la recevabilité, elle est bien faite là pour là, pour ça. Elle est là pour vous légitimer, dire voilà, vous avez au moins un an d'ancienneté, donc vous pouvez effectivement considérer que vous êtes moniteur éducateur, on vous donne la recevabilité. Maintenant, allez argumenter ce travail auprès d'un second jury. Donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, d'entrer en VAE en étant déjà légitime et sûr de soi. Parce que sinon, si vous-même, vous n'êtes pas sûr de vous, de votre métier, de vos compétences et de ce diplôme que vous êtes déjà, sauf que vous n'avez pas le papier, le jury, il ne va pas l'être pour vous. Il dira, OK, moi, je ne la sens pas légitime. Elle se pose des questions sur elle. Alors, elle m'a dit carrément dans sa motivation qu'elle voudrait devenir, bon, là, c'est mort hein, déjà. Donc, voilà. Donc, ça, il faut vraiment aussi l'intégrer. En VAE, on est déjà ce qu'on demande comme diplôme.